C'est un sujet de réflexion. Comme l'a dit Régis Aubry, beaucoup de questions. On n'a pas toutes les réponses. Et donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Et puis, finalement, ce format de conférence-débat doit laisser une large place au débat. Et donc, je vais être assez rapide sur la présentation. Il m'a semblé important, parce que peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas des soignants, peut-être même une majorité, ne connaissent pas la réanimation et les questions qu'on peut se poser. Donc, il m'a semblé important, avant qu'on aborde des questions, et j'essaierai d'y répondre du mieux possible, de repréciser un petit peu ce que fait la réanimation, qu'est-ce que c'est, et puis dans quelles circonstances on peut se poser la question d'une obstination déraisonnable, comment on essaye d'y répondre, et quelles questions ça pose. Voilà, donc... Très rapidement, qu'est-ce que c'est que la réanimation? On admet en réanimation les patients qui ont un organe qui est défaillant, qui, si on laisse les choses évoluer, va conduire au décès du patient. Ça peut être le cœur, le poumon, le rein, ça peut être des troubles de conscience qui ont des conséquences sur tout l'organisme. On a besoin de mettre en route une suppléance qui va essayer de faire en sorte que cette défaillance d'organes n'aboutisse pas au décès. Alors pourquoi on peut avoir une défaillance d'organes? Les causes sont extrêmement nombreuses. Les accidents, les grosses chirurgies, les intoxications, les maladies aiguës, méningites, on ne va pas lister, la liste est très longue, les infections graves. Et puis, de plus en plus souvent maintenant, des maladies chroniques qu'ont le patient, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau neurologique, et qui se décompensent et qui aboutissent à ce qu'on soit en situation de détresse vitale. Alors évidemment, dans notre prise en charge, on essaie de traiter la cause de la défaillance vitale, mais ce qu'il y a depuis les temps historiques de la prise en charge des épidémies de poliomyélite dans les années 50, la réanimation a acquis la possibilité de mettre en route des suppléances qui sont extrêmement puissantes. Listé très rapidement, sans rentrer dans les détails, on est capable de soutenir le cœur avec des médicaments, mais maintenant avec des machines qui pompent le sang et l'oxygène à l'extérieur. Depuis très longtemps maintenant, on est capable d'assister les poumons, d'assister la respiration, avec ou sans, de façon plus ou moins invasive, l'assistance mécanique. Le rein également, on est capable de suppléer à la fonction du rein. Et puis dans une certaine mesure, on arrive à essayer de soutenir le foie, transfuser des produits sanguins. Grâce aux dons que vous faites, certains d'entre vous, on a des produits sanguins qu'on peut transfuser. Et puis le cerveau, évidemment, il n'y a pas de machine qui remplace le fonctionnement du cerveau. Mais le cerveau, quand il ne marche pas bien, a des conséquences sur le cœur et sur la respiration. Et donc, on prend en charge ces défaillances qui sont liées à un problème neurologique. Alors, est-ce que c'est efficace? La réponse est oui. Les patients qui sont admis en réanimation, s'ils n'étaient pas pris en réanimation, ils décéderaient peut-être pas tous, mais quand même une grande majorité d'entre eux. Et le résultat, c'est environ 75 à 85% des patients qui sortent vivants des réanimations. Donc, l'efficacité des traitements de réanimation, elle est tout à fait réelle et ça justifie le fait qu'il y ait des réanimations dans presque tous les hôpitaux. Ici, à Besançon, on a 60 lits de réanimation, 20 lits de réanimation pédiatrique et 40 lits adultes. On admet plus de 2000 patients chaque année en réanimation. Et donc, on voit que c'est quand même un problème vraiment du quotidien pour les patients. Mais si on arrive à peu près ces résultats en termes de mortalité, il y a une réflexion très importante qui a démarré déjà il y a plusieurs années pour dire que c'est bien, on essaye d'améliorer encore le taux de survie, mais il faut voir dans quelle situation le patient sort de réanimation. Et donc la qualité de vie à la sortie de la réanimation est devenue un enjeu majeur pour nous réanimateurs. Il peut y avoir, et c'est heureusement une grande proportion des patients, le retour à la situation antérieure, pas toujours parfaite quand il y avait une maladie chronique qui s'était décompensée, mais enfin, disons, le patient revient à la situation antérieure. Et puis, malheureusement, et c'est là qu'il y a vraiment une réflexion à mener pour le centre de notre action, eh bien, il peut y avoir des séquelles plus ou moins prolongées au niveau neurologique, au niveau des poumons, au niveau des reins. Les malades sortent avec une dialyse alors qu'ils n'étaient pas dialysés avant, au niveau de la moelle épinière.
Et donc, ces séquelles sont plus ou moins lourdes, plus ou moins importantes. Ça peut aller d'une simple gêne dans la vie quotidienne à des appareils de suppléance au long cours, des malades qui sortent avec des petits respirateurs qui se gardent à domicile. Et puis, dans la réflexion également, la famille et les proches, l'entourage des patients sont des éléments qu'on prend en compte parce que un patient qui sort de réanimation avec des séquelles de la réanimation ou de sa maladie qui l'a conduit en réanimation, ça a un impact bien sûr sur les familles et les proches. Et donc il y a vraiment un questionnement qui est mené, qu'on ne découvre pas aujourd'hui, sur le sens des soins de la réanimation. Très schématiquement, donc la réanimation, avec son efficacité, au fond, pourrait conduire à ce qu'on arrive à un traitement qu'on dit d'obstination déraisonnable. C'est des formules qui sont désormais très courantes. On comprend bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le traitement de réanimation, il est efficace, mais il n'a pas d'objectif pour le patient. Il n'a pas une fin qui est clairement identifiée. Et donc, très schématiquement, on est très régulièrement confronté à des situations où la poursuite ou l'instauration des traitements de réanimation peut conduire à une obstination déraisonnable, qui est donc pas souhaitable, qui est même condamnable. Très schématiquement, il y a 3 situations. Un traitement qui va échouer, c'est-à-dire que maintenir les assistances va prolonger l'agonie du patient. Un exemple, un monsieur qui aurait, par exemple, un gros saignement digestif, qui aboutit à ce qu'il soit en détresse vitale, on le prend en réanimation, on fait le bilan pour trouver la cause de ce saignement, on se rend compte qu'il a un cancer généralisé au-dessus de toute ressource thérapeutique. Maintenir la réanimation ne permettra pas une évolution autre que le décès du patient. La deuxième situation dans laquelle on pourrait être dans une obstination déraisonnable, c'est la situation où l'évolution attendue est très défavorable. Alors, en termes de survie, c'est-à-dire qu'on se dit le malade va pouvoir sortir de réanimation, mais pendant combien de temps ? Quelques jours, quelques semaines. Et puis en termes de qualité de vie, et ça c'est une notion qui est maintenant prise en compte, parce que le patient on doit pouvoir savoir ce que le patient aurait souhaité pour la qualité de vie qu'il avait à la sortie de la réanimation. Ce n'est pas toujours facile de le savoir, mais c'est clair qu'une évolution attendue très défavorable en termes de survie après la sortie de réanimation ou en termes de qualité de vie, peut conduire à ce qu'on considère que le traitement soit disproportionné en regard de la situation. Et puis la troisième situation, elle est moins fréquente parce que beaucoup de patients en réanimation sont endormis, mais ce n'est pas tous les patients, loin de là. Il y a des patients qui sont tout à fait capables de s'exprimer quand ils sont en réanimation. Et donc, on rentre dans une relation avec le patient qui est plus proche de celle qu'on peut rencontrer dans une relation patient-malade en dehors de la réanimation. Et le patient peut témoigner directement de son refus. Ou s'il n'est pas en état de le faire, il peut l'avoir clairement exprimé. Et donc, là, le risque serait d'avoir des traitements qui ne respectent pas la volonté des patients. Donc on voit que c'est un certain nombre de situations dans lesquelles on pourrait être en obstination déraisonnable. Par exemple, ici, c'est une personne qui aurait une maladie d'un gros vaisseau qui s'appelle l'aorte. On décide de faire une intervention. Dans les suites, c'est une intervention lourde. Le malade va en réanimation. Et puis, au bout d'une semaine, le malade est réveillé, mais il y a une complication aiguë et le patient refuse, ne veut plus qu'il soit repris au bloc opératoire. Et donc là, on voit que l'évolution va se faire vers le décès. Donc là, si on ne respecte pas, respecter la volonté du patient pose des questionnements, mais on pourrait être conduit à ne pas refaire la reprise chirurgicale pour respecter la vie du patient. Donc, c'est des questionnements qui sont importants, alors qui sont bien sûr basés, parce que la base du raisonnement médical, ça reste quand même ce qu'on appelle les données de la science, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on sait de la situation médicale dans laquelle est le patient ? Quel est le devenir attendu de la maladie qu'on observe, de la maladie de fond, des maladies associées, et de la défaillance ou des défaillances que le patient présente qui l'ont conduit en réanimation. Mais ce n'est pas seulement une question médicale. Et c'est vraiment un questionnement éthique, c'est-à-dire que c'est parfois des situations où la science ou l'expérience ne répondent pas bien à la question. On n'est pas tout à fait capable de dire. Il n'y a pas forcément d'accord a priori. Il peut y avoir des conflits de valeurs avec dans l'équipe des personnes qui pensent qu'il faut continuer, d'autres qui pensent que
on est dans l'obstination déraisonnable, et on est dans un questionnement pour lequel personne ne peut dire qu'il a la vérité. On est vraiment au centre des questionnements éthiques. Alors, quand on est dans cette situation d'obstination déraisonnable, qui arrive quand même très régulièrement, dans la réanimation qui est dans notre pôle, c'est une réanimation chirurgicale, c'est probablement un petit peu moins fréquent que dans certaines réanimations. On va dire que c'est à peu près une fois par semaine, sur les 800 patients, à peu près 50 à 70 patients pour lesquels la question est posée. On voit que c'est quand même, c'est pas un problème, c'est un problème qui est réel, presque du quotidien. Donc comment on fait ? Je vais prendre juste quelques instants pour décrire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans votre esprit, sur la façon dont le problème est pris en charge. Mais quand on aura déroulé toutes les étapes que je vais décrire, vous allez voir que finalement, on n'a pas une réponse qui est avec une certitude absolue. Et donc on reste avec un questionnement éthique. Donc on appelle ça pudiquement une situation complexe, c'est-à-dire une situation pour laquelle la question de l'obstination déraisonnable est effectivement posée. Alors, qui pose cette question ? Eh bien, je pense que les réanimations ont beaucoup évolué ces derniers temps et l'omniscience du médecin est désormais partagée. Donc, celui qui pose la question, ça peut être effectivement le médecin qui est en charge du patient, mais ça peut être le patient s'il est réveillé, qui demande où est-ce qu'on va. Ça peut être la famille, la personne de confiance, ça peut être la famille, les proches, et ça peut être le médecin traitant, parce qu'on essaye d'avoir des contacts avec les médecins traitants qui nous disent beaucoup de choses sur la façon dont le malade vivait ses maladies éventuellement. Donc on voit que ça peut être aussi un personnel soignant, une infirmière, une aide-soignante, qui est au contact tous les jours avec le patient et qui peut poser la question de, finalement, est-ce que nos traitements ont un sens ? Est-ce que maintenir les traitements de réanimation a un sens ? Et donc on est très ouvert, et lorsqu'il y a quelqu'un qui pose cette question-là, eh bien, on est dans une situation où on va enclencher cette sorte de processus qui va essayer d'aboutir à une décision. Alors, c'est une réflexion qui est complexe, qu'on ne fait pas comme ça en 3 minutes. C'est une réunion qui est formelle, ça s'appelle une réunion collégiale. On prend le temps de s'asseoir et de rassembler les personnes qui sont en contact avec le patient, les personnels soignants, les médecins, chez nous les internes, les externes également, la psychologue. Quand c'est un malade qui a été opéré, on fait venir ou on demande l'avis du chirurgien qui l'a opéré. Et puis on essaye d'analyser beaucoup de paramètres. Alors, bien sûr, les données de la science sur la situation du patient, ça reste quand même la clé. Donc on essaye de savoir où en est le patient. Mais également de comprendre qui est le patient, quel est son environnement, comment il vit, comment il vivait éventuellement des handicaps antérieurs, qu'est-ce qu'il aurait souhaité, et donc sa volonté, si elle a été exprimée. Et c'est vrai qu'il y a des campagnes d'information pour essayer de faire en sorte que chacun d'entre nous dise à un proche ce qu'il aurait souhaité pour son avenir en cas de maladie. C'est très important parce que c'est une donnée qui est analysée lors de la réflexion collégiale. Alors, la réglementation est depuis longtemps à proposer que les patients rédigent des directives anticipées, donc c'est bien, mais on sait que ce n'est pas facile du tout à rédiger. Je ne sais pas si dans la salle tout le monde a rédigé des directives, moi je ne l'ai pas fait. C'est pas facile de se projeter dans une maladie qu'on n'a pas et de se dire que peut-être un jour j'irai en réanimation pour telle ou telle maladie et de dire quelles limites je veux voir reportées. Mais ceux qui ont cette réflexion, c'est effectivement un élément très important puisque la loi Claeys-Leonetti a renforcé le poids des directives anticipées et qui sont maintenant à respecter, sauf situation tout à fait exceptionnelle. La personne de confiance est également une personne très importante. Le problème, c'est qu'en réanimation, beaucoup de patients arrivent sans que ça soit programmé, sans que ça soit prévu. Et donc, on est vraiment rarement avec une personne de confiance désignée. Et puis, à défaut, s'il n'y a pas de personne de confiance, la famille et les proches.
Et puis on fait cette réunion collégiale, médecin, équipe médicale, soignante, et puis un médecin consultant, un médecin qui va donner un œil extérieur, parce que quelquefois, quand on s'occupe d'un patient depuis une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, eh bien finalement, il y a peut-être des choses qu'on ne voit plus. Et donc un œil extérieur est très important. Et l'équipe mobile de soins palliatifs, on y fait appel très régulièrement, parce que là aussi, ils ont un œil, un éclairage de nos réflexions qui peut être extrêmement intéressant. Alors, dans ces réunions collégiales, c'est clair qu'on essaye de voir ce qui se passe sur le plan médical. Je l'ai dit, c'est le cœur du raisonnement, mais aussi de poser les questions plus éthiques, c'est-à-dire quelle est l'autonomie, le respect de l'autonomie du patient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pu exprimer. Et c'est ce qu'on demande à la personne de confiance ou aux proches, de dire, non pas de donner leur avis propre, mais de dire, moi je pense que mon proche, mon ami, mon parent, aurait souhaité ça ou n'aurait pas souhaité ça. On essaye de respecter le principe de non-malfaisance, et donc l'obstination déraisonnable serait une malfaisance. Et puis le principe de bienfaisance, c'est-à-dire ne faire des traitements que lorsque on a un objectif clair pour le patient. Le principe de justice qui veut l'égalité aux soins, je pense qu'heureusement en France, on a la chance que l'accès à la réanimation n'est pas contraint. Et tous les patients dans la région de Besançon qui ont besoin d'un lit de réanimation trouvent un lit de réanimation. C'est une chance inouïe, c'est une très grande chance par rapport au reste du monde, mais on a cette chance-là et donc on ne se pose pas le problème de la justice. Alors, qu'est-ce que la réunion collégiale? Il faut qu'elle propose quelque chose aux patients et ou à ses proches. Et donc, schématiquement, il peut y avoir deux options, c'est-à-dire que soit on dit, au vu de la situation, le traitement est justifié et on le continue, et on réévaluera dans une semaine ou dans 10 jours, et on poursuit les soins. Soit on dit, on pense qu'on est dans une situation d'obstination déraisonnable et qu'on peut envisager la limitation ou l'arrêt d'un traitement. Alors c'est lourd, c'est une décision, comme l'a dit Régis Aubry, est-ce que c'est un soin? Pour moi, oui, c'est un acte de soignant, de décider un arrêt thérapeutique. Ce n'est pas une non-action, hein, c'est une action. Et donc, limiter les traitements, ça veut dire qu'on ne va pas renchérir sur un traitement qui est déjà en place ou on ne va pas le mettre en route. Un malade, par exemple, aurait besoin d'un respirateur ou d'un dialyseur, et donc on décide de ne pas le mettre en route. Si jamais il a une... Et donc ça peut concerner les techniques de suppléance d'organes. Donc si le patient, finalement, on dit par exemple on ne prendra pas en compte un arrêt du cœur, si l'arrêt ne survient pas, le malade continue son évolution, qui sera peut-être favorable, peut-être pas, mais on a simplement limité le traitement. Arrêter un traitement qui concerne potentiellement une assistance vitale, c'est une dimension supplémentaire, puisque on pense qu'en l'absence de cette assistance vitale, l'arrêt de cette assistance va conduire au décès du patient. Donc c'est clair que là, c'est une décision qui est très lourde, puisque cette interruption a une conséquence qui est extrêmement forte. Alors bien entendu, quelle que soit la situation, on maintient l'hygiène, le confort et le soulagement de la souffrance physique. Et lorsqu'on est dans cette situation d'arrêt d'un traitement qui et d'une suppléance vitale, eh bien, que le patient soit éveillé ou pas, eh bien, on s'assure de son confort. S'il est éveillé, on vérifie qu'il n'a pas de souffrance et qu'il est calme et reposé. S'il est inconscient, on met en route une sédation qu'on dit profonde et continue, de façon au cas où on ne perçoive pas, on n'a pas les moyens de percevoir cette souffrance, qu'elle puisse être traitée. Voilà, et puis, dernier point, une fois que cette décision est prise par la réunion collégiale, c'est le médecin qui l'assume, eh bien, elle doit être proposée aux proches. Et c'est vrai qu'on a vu dans la grande presse enfin, pas beaucoup, mais quelques conflits. Je pense que dans l'immense majorité des cas, le lien entre l'équipe médicale et paramédicale et la personne de confiance, le patient ou ses proches, est bonne. Il y a une relation de confiance et il y a une adhésion à la décision qui est prise. Pour moi, cette adhésion, elle est fondamentale. Réglementairement, une fois que la décision collégiale a été prise, le médecin peut la mettre en application, mais c'est vrai qu'on a besoin, pour que la sérénité de tous, qu'il y ait adhésion. Et donc, lorsque la proposition n'est pas acceptée, pour moi, il faut se donner le temps
de la réflexion, de la réévaluation, éventuellement un avis extérieur, un avis supplémentaire. Il ne faut vraiment pas hésiter à avoir cet avis d'une autre personne pour savoir si on est dans le vrai avec cette décision ou pas. Donc en réanimation, on a le temps de la réflexion. Voilà, on a le temps de la réflexion, on n'a pas d'urgence à prendre une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique. Alors est-ce qu'une fois qu'on a déroulé ça, on peut dire que finalement tout est réglé? C'est vrai que la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti nous a donné beaucoup de sérénité dans notre pratique quotidienne, mais il reste des questions. J'en ai listé 3, vous en avez sûrement d'autres. J'en ai listé 3 pour lesquels on n'a pas vraiment de raison, de réponse. La première, c'est est-ce qu'on est toujours en mesure de respecter la volonté du patient quand on la connaît? Eh bien, on essaye de le faire, mais il y a des situations où on ne le fait pas. Alors même le législateur avait prévu que les directives anticipées pouvaient ne pas être appliquées lorsqu'elles étaient inappropriées. Dire « je ne veux pas être soigné », c'est une directive anticipée qui ne sera pas suivie. Dire « j'ai un anévrisme de l'aorte abdominale, j'ai compris, on m'a expliqué ce que c'était, si jamais il se rompt, il se fissure, je ne veux pas être opéré », ça c'est une directive qui est claire et elle sera appliquée. Il y a des directives qui sont plus difficiles à appliquer. Un patient qui se suicide, par exemple, qui fait une tentative de suicide, pour le moment, la question pourrait être posée, mais effectivement, on ne respecte pas sa volonté puisqu'on le prend en charge en réanimation. Il y a aussi assez fréquemment des patients qu'on réveille en réanimation, qui sont là depuis une semaine, 10 jours. C'est extrêmement agressif, hein, c'est un univers hostile, la réanimation. On essaye d'améliorer, mais ça reste un univers où le jour, la nuit n'existe pas. Enfin, c'est un univers qui est quand même difficile pour un patient éveillé. Et donc, quelquefois, on perçoit la lassitude, l'épuisement du patient qui nous dit « je ne veux plus, arrêter ». Et quelquefois, c'est vrai qu'on continue. La deuxième grosse question, c'est que la décision, vous l'avez vu, repose sur les données actuelles de la science, mais on n'a pas toujours la réponse. Quelquefois, on a 100%, on dit on est sûr que cette personne ne se réveillera pas, on est sûr que la maladie va aboutir au décès, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on gère des incertitudes. Et donc, définir l'obstination déraisonnable, le législateur s'est bien gardé de le faire, laisse aux équipes médicales et paramédicales le soin de le faire, mais c'est vrai que l'obstination déraisonnable n'est pas si simple, et donc pour moi, les décisions doivent être prudentes, on doit avoir la possibilité de prendre le temps, d'avoir un avis extérieur, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Et puis la troisième question, qui revient régulièrement dans nos services, c'est de dire, mais finalement, quand on met une sédation terminale, profonde, continue, et qu'on a arrêté le respirateur, on sait bien que le patient va décéder. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore dans l'accompagnement? Pour moi, la réponse est oui. Mais il peut y avoir des avis différents. La réponse est oui, c'est-à-dire que ce n'est pas un rendez-vous avec le patient et à telle heure, on va mettre en route une sédation alors qu'il n'avait pas d'assistance vitale. On est dans une situation où le malade est en vie parce qu'il y a une assistance d'un organe qui est défaillant, et l'interruption de l'assistance est la meilleure option thérapeutique qui peut lui être proposée. Et on met la sédation pour que cet arrêt de l'assistance ne génère pas de souffrance pour le patient. Alors, certains disent la différence est subtile, mais finalement, il n'y en a pas. Pour moi, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante qu'on garde à l'esprit qu'on a un patient qui vit parce qu'il y a de la mécanique qui le soutient, que cette mécanique, la maintenir n'a pas de sens, que l'arrêter, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour lui, et que au moment où on l'arrête, il faut qu'il n'ait pas de souffrance. Voilà. Mais vous voyez que c'est quand même des questionnements. Je ne dis pas du tout que mon point de vue est celui de la vérité. Hein. Je serais bien immodeste de le dire. C'est des questions qui reviennent régulièrement. Nos jeunes nous challengent. On a la chance d'avoir une 50aine d'internes d'anesthésie et réanimation. Ils passent tous en réanimation. Ils participent tous à nos réunions collégiales. Et on voit bien que ça pose question. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Voilà, donc si je suis évidemment ouvert à toutes les questions et des questions supplémentaires après ce bref rappel.